Voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Nous sommes dans une société de plus en plus violente et on a une forme de violence désinhibée chez nos adolescents et parfois de plus en plus jeunes. Samara à Montpellier, Chamsedine à Viry-Châtillon. On se demande comment on peut arriver à un tel degré de violence. Ton gosse prend son vélo, il peut se faire agresser pour son vélo. Ta fille prend le métro pour un regard, elle pourra être peut-être agressée. Il faut que les parents s'intéressent à ce que font leurs gamins sur leur téléphone et notamment sur les réseaux sociaux. Combien de fois la personne que nous jugeons, on parle de mineurs, n'ont même pas le sentiment d'avoir fait du mal. Donc faut-il renforcer la responsabilité pénale des parents de mineurs radicalisés qui passent à l'acte? Proposition formulée dans Le Point par une tribune de Cercle Droit et Débat Public. Titre et texte signés par d'anciens ministres et responsables du Conseil constitutionnel. Notamment, ils disent le milieu familial et les quartiers jouent un rôle au moins aussi puissant que les plateformes numériques dans le séparatisme juvénile. Et parlons vrai, est-on désarmé face aux multiples facteurs de radicalisation? Craignez-vous de voir apparaître des actes terroristes menés par des adolescents? Les parents ont-ils la clé avec leurs enfants? Et pour vous, l'endoctrinement des mineurs vient à 65% de la cellule familiale, à 18% des fréquentations, à 14% des réseaux sociaux et à 3% de l'école. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour commenter tout ça, Claude Moniquet est avec nous, président du Centre européen pour les renseignements stratégiques et la sécurité et ancien agent de l'ADG. Merci d'être avec nous. Petit tour de table d'abord, Philippe Bilger. Alors, Cécile, encore une fois, ça n'est pas une attitude de ma part, mais j'ai des scrupules pour répondre rapidement à des problématiques qui imposerait, je l'ai déjà dit hier, sur un sujet presque équivalent, 1 heure voire 2 heures de débat. Je suis frappé de voir à quel point, ça a été dit hier encore une fois, c'est l'opposition de 2 cultures, de 2 sociétés qui dépassent très largement les transgressions de la délinquance ordinaire et qui opposent parfois 2 conceptions de la vie, 2 conceptions de la religion ou de l'absence de religion, 2 manières confrontées de vivre ensemble. Ce qui me fait peur, c'est que à l'heure actuelle, on ne trouve pas les moyens d'un dialogue qui pourrait persuader l'une des parties de changer son orientation dans le vivre ensemble. Et donc on est condamné à ce qui s'est malheureusement tragiquement passé avant-hier avec l'assassinat. Et si les parents, dans ce bloc qu'ils constituent avec les mineurs, dans certaines cités, sont de nature à comprendre, par une mise en cause de leurs responsabilités, qu'ils doivent tenter de mettre leurs enfants sur d'autres chemins, je ne peux qu'être favorable. Mais franchement, je ne suis guère plein d'espoir. Moi, je suis complètement opposé à l'idée de punir les parents. Vous savez, vous avez des gens qui sont très bien et qui voient complètement leurs enfants leur échapper. J'aimerais bien qu'à partir de la tragédie de Chamsedine, on ne tire pas des idées générales. C'est ça le problème aussi du débat politique. Enfin là, on est dans le terrorisme. On parlait des terroristes, on parlait tout à l'heure des ados, bien sûr. Les enfants soldats, on le voit en Afrique, bien sûr, les enfants soldats. Pourquoi ils étaient recrutés? Parce que justement, ce sont devenus des machines à tuer sans véritablement conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Après, mon sentiment quand même, c'est que on a tout abandonné, notamment de tout ce qui faisait le lien, Philippe. Emmanuel Macron, on l'a complètement oublié, mais quand il arrive en 2017, il supprime tous les emplois aidés. Dans ces emplois aidés, il y avait des gens qui étaient dans les quartiers, il y avait des gens qui étaient des régulateurs de quartier. Et s'il y avait une cellule familiale qui était déficiente, ou bien une drague en règle de l'islam radical pour venir faire du recrutement, eh bien, ces gens-là servaient de paravent. Les professeurs, je le redis, Gabriel Attal envisage de créer un conseil de discipline dès le primaire. Qu'est-ce que vous voulez imaginer qu'un enfant de 8 ans va comprendre quelque chose du conseil de discipline? Il y a beaucoup d'élèves qui ne dysfonctionnent pas uniquement pour des questions de religion. Ils dysfonctionnent pour une question de dysfonctionnement du foyer. Depuis des années, les professeurs, même les professeurs de droite, réclament des psychologues de l'éducation nationale, des médecins de l'éducation nationale, des accompagnants. Parce que à la base, je veux bien que que d'un seul coup, on soit en prise avec une propagande islamiste qui fait qu'on est en train de convertir tous les ados. Ça n'est pas vrai. Il y a énormément de dysfonctionnements qui
viennent du dysfonctionnement psychologique, de la difficulté à apprendre, etc. Donc voilà, je crois pas. Vous oubliez les plateformes, hein, dans tout ce que vous dites. Hein. Non, mais là, on est sur l'humain. Là, je suis d'accord avec vous que les plateformes, on n'a jamais résolu. Voilà, on n'a jamais réussi à résoudre ce problème qui est détestable. Je suis d'accord. Farid. Qu'est-ce qui pousse un enfant à soit aller dans de la radicalisation, soit même dans de la violence? C'est qu'à un moment donné, le discours parental n'étant pas là pour différentes raisons, la précarité, les familles monoparentales, ce genre de choses. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que l'esprit de notre pays, qui était notamment cet esprit républicain, où en fait, cette notion de faire bloc, cette notion de raisonner pour l'ensemble, aujourd'hui n'existe plus. On est dans un individualisme le plus complet. C'est ce qui amène un certain nombre de ces mineurs à tomber dans le panneau parfois de la radicalisation. Dieu merci, à l'heure où on parle, il n'y a pas véritablement de passage à l'acte. Je pense que la notion politique n'existant pas encore très jeune, ils vont avoir du mal, mais il faut faire très attention. Et ça, c'est l'abandon en réalité, l'abandon total de notre pays, de nous tous en réalité, sur un certain nombre de ces questions-là. On parlait tout à l'heure des psychologues, des infirmières dans le milieu dans le milieu scolaire. Vous êtes pas d'accord avec ça, Farid? Bien sûr, ça n'existe. Ça n'existe plus. Oui, mais de moins en moins. Alors ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. C'est très important. Si je voulais être provocant, je dirais, mais lorsqu'on décide d'avoir des enfants, il faut savoir être parent. Il y a un certain nombre d'enseignants qui ont même créé ce qu'on appelle l'école des parents dans un certain nombre de quartiers populaires, notamment du côté de Mantes-la-Jolie. Mais c'est très bien pour apprendre le français aux parents, etc. Bien sûr. Non, pas que pour apprendre le français, pour essayer d'expliquer ce que être parent, cela veut dire. Mais vous vous rendez compte jusqu'où on en est arrivé? Non, mais c'est très bien. C'est très bien, mais parce que c'est malheureusement, c'était quand même un constat malheureux d'arriver jusque-là. Mais c'est nécessaire. Pendant des années, il n'y a pas eu d'école des parents. C'est absolument hallucinant. Puis il faut demander à Claude Moniquet. Non, mais dans l'école des parents, on apprend aussi des règles de la société française. Claude Moniquet, sur ce qui vient d'être dit. Pour vous, quel est le principal danger en termes de radicalisation pour les jeunes, les adolescents, comme on dit? Alors, je pense qu'il y a deux problèmes différents qui malheureusement se rencontrent. Il y a la montée de l'islam radical et de l'islam djihadiste qui touche aussi évidemment les adolescents parce qu'ils sont influençables, ils sont exposés de plus en plus via les réseaux, les plateformes à la propagande et à l'incitation. Et il y a ce problème que j'évoquais tout à l'heure, qui est celui de la formation du cerveau. Les adolescents ne sont pas finis, je veux dire, mentalement, psychologiquement. Et on a toujours eu des problèmes de violence d'adolescents. Rappelez-vous qu'il y a 50 ans, on avait des maisons de correction, ce qui prouve bien qu'il y avait des problèmes et qu'il y avait des jeunes qu'il fallait sortir de la société. Et il y a une vingtaine d'années en Angleterre, on a eu un drame épouvantable avec 2 adolescents qui n'étaient pas du tout islamistes, qui étaient tout à fait blancs, tout à fait anglais, et qui avaient tué un petit garçon de 5 ans pour voir ce que ça faisait. Je veux dire, ça a toujours existé. Et malheureusement, effectivement, l'adolescence étant l'âge de l'expérience, il y a des gamins, la plupart des gamins vont faire des expériences plutôt sympas. Ils vont apprendre à fumer, ça c'est pas très sympa, je suis d'accord. Ils vont avoir une petite amie, etc. Ok, ça c'est très bien. Et puis malheureusement, pour des raisons psychologiques, il y en a qui vont être poussés sur des chemins beaucoup plus négatifs et beaucoup plus noirs par ce désir d'expérience. Et ça, c'est un problème qu'il faut détecter, c'est un problème qu'il faut adresser, et ça ne peut se faire effectivement, je pense, que par des infirmières, par des psychologues dans le milieu scolaire. Philippe Bilger. Ce qui me gêne dans ce qu'ont dit Farid et Françoise, et sous le contrôle de Claude Moniquet, c'est que au regard de la question de Sud Radio, il s'agissait de savoir comment éviter, par exemple, l'assassinat de cet enfant de 15 ans qui a été assassiné tout simplement parce que ses frères, non, mais justement parce que ses frères considéraient que leur sœur n'avait pas à parler de sexualité. Vos solutions n'auraient pas empêché la tragédie. Comment on aurait donné une autre vision à cette famille? Je vais vous répondre. Dans la tragédie qu'on a connue malheureusement, c'est un aspect culturel des choses qui ont fait que dans l'esprit de ces gamins-là, il est hors de question que la petite sœur puisse fréquenter quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas nouveau. C'est quelque chose dans les quartiers qui existe depuis maintenant des générations là. Mais pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, on n'a jamais expliqué, ou en tout cas beaucoup moins, aux parents
à l'école, aux enfants, etc., que notre pays, la civilisation dans laquelle nous sommes en France, la République, en fait, permet ce genre de choses. Avec ses limites, naturellement, le permet. La difficulté, c'est que dès lors qu'on a abandonné, on parlait tout à l'heure des enseignants en début d'émission, la réalité, c'est que l'enseignant, il a aussi un rôle éducatif. En fait, on l'oublie très souvent, mais dans les fonctions du code de l'éducation, il a ce rôle éducatif. Mais quand l'enseignant est démotivé, quand l'enseignant est complètement démagnétisé par rapport à tout ça, ce rôle-là ne se fait pas. Et je vais vous le dire, je suis enfant d'immigrés. J'ai pas honte de le dire. Culturellement parlant, mes parents se sont mis au diapason. Ils ont essayé de comprendre ce que la société française voulait dire. Mais aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance d'être de cette génération-là où peut-être que c'était un peu plus facile. Mais aujourd'hui, tout ceci a complètement explosé. Et c'est là-dessus qu'il va falloir revenir si on veut pas que ce type de drame culturel puisse persister. Juste pour Claude, est-ce que ça veut dire que forcément les djihadistes, les terroristes ont compris finalement que ces gamins, ces mineurs étaient facilement utilisables en fait. On pouvait les utiliser comme font les trafiquants de drogue, c'est exactement la même chose. Ils savent que c'est un bon moyen, une facilité finalement de leur donner un rôle pour certains qui n'ont pas vraiment de rôle dans la société. Je vous rappelle que quand l'État islamique dominait Raqqa et Mossoul, on a eu à Raqqa le cas au moins une fois d'un gamin de 10 ans qui avait été amené par son père sur un lieu d'exécution pour assassiner un prisonnier. En lui tirant dans la tête, si je me souviens bien. Donc oui, effectivement, ils savent très bien que l'adolescent ou le jeune est manipulable. Mais je voudrais revenir une seconde sur l'affaire Shamseddine, qui est un drame épouvantable. Je pense que c'est un drame d'intégration. Il est très clair, on est en face d'une famille qui vit en France depuis un certain temps, je ne sais pas combien de temps, mais un certain temps, en face d'enfants qui fréquentent l'école de la République. Et à 14 ou 15 ou 16 ans, ils continuent à penser que, entre guillemets, l'honneur de leur sœur leur appartient, que la vie privée de leur sœur leur appartient et qu'ils ont le droit de tuer un garçon parce qu'il a envoyé des textos à leur sœur. Et là, et en plus, c'est pas un individu, c'est un groupe d'individus. Là, on est quand même en face de quelque chose qui est à la fois effrayant et je pense très révélateur d'un échec d'intégration, d'un échec d'assimilation, pour utiliser un autre mot. Je voulais juste dire par rapport à ça, c'est que le crime d'honneur, on dit toujours c'est l'Afrique, c'est l'Inde, etc. C'est l'Albanie. Hein. Vous savez que tous les ans, il y a des dizaines de jeunes filles qui meurent à cause du crime d'honneur. Donc l'idée de la réputation, quand finalement on n'a rien d'autre socialement que cette fameuse réputation-là, elle est très puissante. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Claude Moniquet, mais je parle sous votre contrôle, Claude Moniquet. Je veux bien qu'on imagine que des adolescents sont des bombes à retardement qui vont se transformer en djihadistes. Je redis, nous ne sommes quand même pas dans la logique des enfants soldats du Rwanda ou du Congo, hein, qui sont recrutés justement parce qu'ils sont enfants et qu'ils n'ont pas les émotions et qu'ils tuent. Et pour le moment, aucun attentat majeur n'a été commis ni mineur dans ce pays par le moindre adolescent, par le moindre mineur. Ça n'existe pas pour le moment. Oui ou non ? Alors pour le moment, non. On a eu quand même un cas de jeune fille très jeune, Inès et ses copines, qui avaient voulu faire sauter la Notre-Dame il y a quelques années, et qui n'étaient pas des adolescentes, mais enfin des post-adolescentes très récentes, si je peux dire. On a eu pas mal de cas dans les écoles de menaces de mort contre des professeurs, encore très récemment. On a eu des gamins, dont un gamin de 10 ou 11 ans ou 12 ans, qui a été arrêté dans l'Essonne il y a quelques semaines parce qu'il avait il nourrissait des projets terroristes. Donc on a quand même des signaux extrêmement inquiétant. Oui, mais excusez-moi, je rétorque à ça. Je rétorque à ça que, ok, on a des signaux inquiétants. Quand un lycéen américain blanc comme moi, qui n'a rien à voir avec l'islam, se pointe dans son lycée et tue 12 personnes, c'est le même ressort. Donc, qu'est-ce qu'a à voir l'islamisme là-dedans? C'est un vrai sujet, en fait. Pourquoi est-ce qu'on couple? Pourquoi est-ce qu'on ne découple pas? 20 secondes. Mais la plupart des cas auxquels vous faites allusion aux États-Unis sont clairement des cas de déséquilibre psychologique. Avec l'islamisme, on rajoute un facteur d'incitation. Et un facteur d'incitation qui peut fonctionner, et probablement aussi dans certaines familles où on est plus perméable à cette problématique. Philippe Bilger. Je dirais que l'assassinat d'honneur, pour prendre ce terme, est presque plus dangereux et plus difficile à maîtriser que l'autre. Je suis d'accord avec Philippe. Merci beaucoup, c'était passionnant de vous écouter.